Coucou, bienvenue dans Octobre Obscur, jour 4. Je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Juste vite fait encore le dire une fois, mais je pense que je vais le préciser tous les jours au début de la vidéo. Je vais raconter 3 à 5 histoires tout le mois d'octobre, du 1er au 31. Des histoires que j'ai trouvées sur Reddit, sur Threads, sur des forums, etc. Des histoires qui me font un peu flipper, mais qui sont super. Et si vous voulez me raconter vos histoires, je vous mets l'adresse email là. Et c'est parti. Cette histoire est arrivée à la sœur d'une amie d'un des rédacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1987. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire de cette certaine Mary Walt, une magnifique jeune fille qui a vécu il y a de nombreuses années suite à un très grave accident. Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdisent de voir son reflet. Ils jettent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de la salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufile discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tout celle qui viendra chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferma alors dans la salle de bain et répéta devant le miroir. Je ne dirai pas le mot parce que devant moi il y a un miroir. J'ai trop peur. Surtout que là je suis un peu dans le noir, j'ai que mes lumières qui sont allumées, etc. Non. Soudain, une amie d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur, le long de sa joue, couvrant les profondes entailles, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary. Anna n'a jamais oublié cette scène. Je sais une chose, ce que je ne sais rien. Je viens d'un coin de Provence assez paumé. Pour mes études, j'ai bougé à Paris. Le choc était grand, mais je me suis vite adaptée. Pas longtemps après mon arrivée, j'ai sympathisé avec un gars de ma classe qu'on va appeler Émile. Lui aussi venait de Provence, mais il avait redoublé sa première année ici, donc il connaissait déjà la ville. Il m'a aidé pour plein de petits trucs, les démarches, les bons coins, le métro. Franchement, un bon pote au départ. Très vite, on s'est découvert un centre d'intérêt. Tout ce qui touche au mystère, creepypasta, disparition non résolue. Les soirées où on traînait sur le net à décorpiller des threads chelous, des vieux blogs ésotériques, c'était devenu un petit rituel. Mais Émilie, lui, avait une passion à part, la numérologique. Moi, tout ça m'amusait, mais lui, il était vraiment à fond dans ces trucs. Il me parlait souvent des vibrations, de nombres porteurs, des trucs mystiques. J'écoutais sans trop y croire. Les semaines ont passé, on a élargi notre groupe de potes, l'ambiance était cool, jusqu'à cette soirée. On était chez un ami à regarder Le Seigneur des Anneaux, tout était plutôt chill, puis je raconte une histoire et je dis ma date de naissance, le 11 novembre 2005. Et là, Émile se fiche. Tu es né le 11 du 11 ? Dans la numérologie, ce sont des... Il se met à cogiter sur un calcul, l'air choqué. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 0 plus est égal à 11. Puis il me demande mon heure de naissance. Je lui réponds 9h09. Ouais, je le sais parce que ma sœur est enceinte et ma mère nous a ressorti les heures de naissance de toute la fratrie récemment. Là, Émile murmura mais fort. 9 plus 9 est égal 18, 18 plus 11 est égal 29, 2 plus 11 est égal 11. Il répète 11 et encore 11, en boucle, complètement surexcité. Nous, on pige rien. On a commencé même un peu à flipper, mais lui, il était dans un autre monde. À partir de cette soirée, tout a changé. On s'est éloigné d'Émile.
On se rendait compte qu'il était vraiment trop bizarre, voire flippant. Il s'est soudain renfermé sur lui-même, devenant moins sociable. Il parlait seul, parfois il notait des trucs dans son carnet que personne ne comprenait. Moi, malgré moi, il me faisait toujours un peu de peine. J'étais toujours là, seule, avec qui il gardait un lien. Un peu parce que j'étais sympa, un peu parce que je sais pas. Puis sont arrivées les vacances de mai. Mais presque tous mes potes sont retournés en province voir la famille. Moi, je suis restée à Paris. Et là, je suis tombée dessus, le truc qui a lancé tout ça. Date 38. Un soir, alors que je traînais comme habituellement sur le net, je reçois une invitation privée sur Facebook, le nom du groupe Date 38. Curieux, j'ouvre. Il n'y a qu'un seul membre, moi. Pas de photo, pas de description, juste ça. Je me suis dit c'est sûrement une erreur ou un spam, alors je quitte direct. Plus tard dans la soirée, je reçois un mail bizarre, cette fois sur mon adresse perso. Pas de message, juste un lien vers une page intitulée Ouais, Date 38. Encore. Je me dis que ça doit être lié à mes recherches du jour. Pub ciblée ou une connerie de l'algorithme. Bref, je laisse couler. Je finis ma soirée devant une série, je regarde en boucle à ce moment et je vais me coucher. Le lendemain matin, après ma douche, je sors faire quelques courses à l'épicerie du coin. Rien d'extraordinaire, sauf qu'en rentrant chez moi, un panneau d'affichage attire mon regard. Cloué dessus, une feuille A4 avec écrit une grosse lettre dessus, Date 30. Je bug un peu, encore ce nom. Je fronce les sourcils, hésite une seconde, puis je continue mon chemin. Mais impossible de me l'enlever, ce truc de la tête. Qu'est-ce que c'est? Un événement? Une boutique pop-up? Une opération marketing? Je sais rien. Avant de remonter à l'appart, je m'arrête comme d'hab à ma boîte de lettres, et là encore un truc m'attend. Parmi les pubs et les factures, une enveloppe. Aucune adresse, juste un mot. Date 38. Je grimpe les escaliers, mon cœur commence à cogner sans trop savoir pourquoi. Je range mes courses en vitesse, je m'installe à mon bureau. Je ouvre l'enveloppe. Dedans, une invitation sobre, aucune mention d'inscription de lieu, de juste une phrase. Vous avez été sélectionné. Pourrez-vous franchir le seuil? J'étais intriguée, mais un peu déçue. Aucune info pour démarrer. Pas d'indice, pas de point de départ. Je me dis que ça doit être une campagne en plusieurs étapes, un teasing stylé ou juste une blague d'école de com. Je relance ma série, mais l'invitation reste là, posée. Elle me regarde, et au bout d'un moment, je la reprends, je la tourne dans tous les sens, rien. C'est là que je pense à Émile. Je prends mon téléphone, je lui envoie un message pour lui demander s'il a reçu le même courrier. Ou s'il a entendu parler de ce truc. Il me répond assez vite. Non, jamais entendu parler. Je suis chez mes grands-parents en province là, mais je rentre bientôt. Bon, apparemment, je vais devoir résoudre ce truc toute seule. L'invitation trônait toujours sur mon bureau, comme un défi silencieux. Je l'ai prise retournée dans tous les sens. Scruter à la lumière, rien. Aucune info, aucun indice. Le vide total. Puis un truc m'a frappé. Date 38. Ce nom, pourquoi ce chiffre? 3 plus 8, 11. Toujours ce fichu 11. Alors j'ai poussé le truc plus loin et ici, comme dans les délires d'Emily, la numérologie avait un lien. J'ai pris chaque lettre du mot date. D4, E5, A1, T20, H8. J'ai fait le calcul. 4 plus 5 plus 1 plus 20 plus 8 est égal 38. Date est égal 38. 3 plus 8 est égal 11. C'est curieux, tout mène vers ce nombre. C'est flippant, et du coup je repense au soir où Emily a viré sur son heure de naissance. Je lui envoie un message un peu nerveux. Date 38, c'est pas toi qui l'as créé par hasard, car Date donne 38 en numérologique, et si on réduit 38, 11. Je réponds dans la foulée. Non, mais là, tu m'intrigues à fond. Le 11 est la clé de l'inconnu. Un accès à des réalités qui dépassent la perception ordinaire. En gros, on associe ce chiffre à une porte. Tiens-moi au courant surtout. Super, toujours au point de vue. Toujours au même point. En tout cas, pas beaucoup plus avancé. Je repose l'invitation frustrée, mais mon cerveau tourne. Et là, un flash. Je me souviens de cette scène dans Benjamin Gate, où il souffle un vieux parchemin au sèche-cheveux pour faire apparaître un texte invisible. C'est peut-être rien, mais j'avais rien à perdre. Je cours chercher mon sèche-cheveux et je souffle doucement l'envers de la carte, et là, comme par magie, une inscription apparaît. Tu es prête maintenant. 11 11 09 09. Le seuil s'ouvrira proche de Rochereau, tombe Isoire, le puits 91. Je relis encore ce foutu message, et là je pète littéralement un câble. C'était un jeu de piste. C'était pas une invitation, un vernissage ou un truc du genre, c'est un message. C'était Emilien. Il n'y avait aucun doute. Il venait de se griller en évoquant une porte. Je lui envoie directement
un message, genre j'ai compris c'est toi, Date 38. Il me répond presque aussitôt. J'ai pris le train, n'y va surtout pas, attends-moi j'arrive. Pas trop rassurant comme réponse, mais j'étais trop loin pour reculer. J'avais enfin une piste, j'avais besoin de comprendre. J'ai passé les 2 ou 3 heures suivantes à décrypter ce foutu message. Je ne dirai pas comment parce que je ne veux pas que d'autres fassent la même connerie, mais le message m'ont dit aux catacombes de Paris. Une entrée illégale. N'y allez jamais. Je savais que c'était dangereux, mais j'avais déjà fait pas mal d'urbex avec mes potes en province, alors je me suis dit pourquoi pas. Mauvaise idée. Je suis rentrée seule. La descente a duré quelques secondes. Les galeries sentaient l'humidité, et à la réception de mon téléphone a disparu très vite. Au bout d'un moment, je suis tombée dans une pièce un peu plus grande. Les murs étaient littéralement tapissés de crânes, et au fond une porte, une vieille porte en bois, tout simplement. Posée devant un papier et un couteau. Sur le papier, il y avait écrit Date 38. Participant 11 11 09 09. Vous avez choisi pour être les 38e voyageurs offrant leur vie et les entités astrales viendront vous chercher. Franchissez le seuil. Nous vous attendons 11 11 09 09. J'étais là, seule dans les catacombes, la lumière de mon téléphone vacillante, avec un couteau à mes pieds et cette putain de phrase qui tournait en boucle dans ma tête. C'était pas un arc, c'était pas une blague, j'ai flippé. Vraiment, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis barrée aussi vite que je pouvais. À la sortie du puits, je suis tombée sur Emilien. Il avait l'air surpris de me voir, comme si il s'attendait à ce que je franchisse le seuil. Mais moi, j'étais en panique, remplie d'adrénaline. J'ai gueulé, je lui ai mis un coup de pied, je l'ai basculé en hurlant dessus que c'était un psychopathe. J'ai couru vers chez moi. Je lui ai jamais reparlé, je ne l'ai plus jamais revu. À la rentrée, Emile n'était pas là et j'ai raconté toute l'histoire à la direction. Il m'a envoyé voir la psy de campus, puis la police, et j'ai déposé une main courante. Quelques semaines plus tard, la directrice m'a convoqué dans son bureau. Emile était dans un hôpital psychiatrique. Il aurait parlé d'immenses de portails, de porteurs, de numérologiques sacrés. Il avait totalement perdu pied, et les médecins ont décidé de l'interner pour ça, pour sa propre sécurité et celle des autres. Un an passé, je suis toujours dans la même école, mais j'ai changé d'adresse. Hier soir, j'ai reçu un mail et ce matin, une lettre. Titre Date 38. Je me suis renseignée. Émilie est toujours internée. Il n'a pas accès à un ordinateur et il n'est pas en mesure de recevoir ni d'envoyer de courrier à cause de ses cachets d'après l'infirmière. Peut-être qu'Émilie n'avait rien orchestré. Peut-être il voulait juste me protéger. Quelqu'un d'autre connaît 1109 et il vient de me retrouver. La forêt d'Aokigahara, l'appel du vide. En 2016, un petit groupe de 4 amis décida de se rendre au Japon pour un voyage qui l'attendait depuis des années. Ils avaient tous entendu parler d'Aokigahara, la célèbre forêt au bord du mont Fuji. Malgré son histoire sombre et sa réputation terrifiante, ils voulaient l'explorer par curiosité, mais aussi pour prouver qu'il ne s'agit que de légendes. Parmi eux, Sophie la plus rationnelle ne croyait absolument pas aux phénomènes paranormaux. C'est elle qui avait convaincu les autres que cette forêt n'était rien d'autre qu'un lieu triste, chargé d'histoires humaines malheureuses, mais sans rien de surnaturel. Le jour de l'exclusion, le ciel était gris et l'air chargé d'humidité. En arrivant au bord de la forêt, un silence inhabituel les enveloppa immédiatement. Même les oiseaux semblaient éviter ce lieu. Les panneaux installés à l'entrée incitant à la prudence, certains d'entre eux demandent à ceux qui entraient de reconsidérer leur décision, en référence aux nombreux S ayant au lieu de la forêt. Mais les 4 amis avancèrent malgré tout. La végétation était dense, presque étouffante. Les arbres tordus et noués semblaient fermer le chemin derrière eux, à chaque pas. Très vite, ils réalisent que leur téléphone ne captait plus rien. Plus aucun signal. Mais ils étaient préparés avec des cartes et des lampes, alors ils continuaient. Après 1 heure de marche, les amis commencèrent à ressentir un malaise, l'air semblait plus lourd, et un silence surnaturel régnait. Si pressant qu'il semblait assourdir leurs pas. Sophie, toujours sceptique, essayait de rassurer tout le monde, mais elle-même sentait quelque chose de bizarre. C'était comme si à chaque détour, quelqu'un les observait et au pire les suivait. Soudain, Léo, l'un des amis, s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu ça ?» murmurait-il, regardant fixe sur les arbres. Personne n'avait rien entendu, mais le visage de Léo était blême. « C'est rien, c'est juste le vent », répondit Sophie en forçant un sourire, bien qu'elle ne soit plus si sûre. Il continua à avancer, mais Léo semblait de plus en plus nerveux. Après quelques minutes, il s'arrête à nouveau, mais cette fois-ci,
Il se mit à scruter le sol, puis fixer un point dans la forêt. Léo, ça va? Demanda Sophie inquiète. Il tourne la tête lentement vers elle et murmure. Il y a quelqu'un là-bas. Je suis sûr de l'avoir vu. Les autres se figent, ils regardent dans la direction indiquée, mais ne virent rien. Seulement des arbres et des ombres partout, mais une sensation de malaise croisée en eux. On devrait peut-être entrer, suggéra Anna, l'une des amies qui n'avait jamais été très à l'aise avec ces incursions. Sophie, bien que toujours sceptique, commença à avoir des doutes. Ils décidèrent de faire demi-tour, mais alors qu'ils rebondissaient chemin, Léo s'arrête et figé de terreur. « Pourquoi vous êtes partis sans moi » demanda-t-il d'une voix tremblante. « De quoi tu parles ? On était tous ensemble » répondit Mathieu visiblement troublé. « Non, vous m'avez laissé derrière, je vous ai vu partir, je vous ai suivi, mais vous avez disparu. » À ce moment-là, un murmure faible mais distinct parvient à leurs oreilles, un murmure si lointain mais clair. « Eh oh !» Tous les regards terrifiés, le murmure se répéta plus fort, cette fois plus proche. « Léo !» Sans prévenir, Léo se mit à courir dans la forêt, les autres crièrent son nom et tentèrent de le rattraper, mais il disparaît rapidement. Après plusieurs minutes de recherche frénétique, ils le retrouvèrent assis sur une pierre, complètement immobile, ses yeux étaient grands ouverts, fixant quelque chose devant lui, mais il ne semblait pas les voir. Sophie s'approcha de Léo. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répond pas et ses lèvres bougèrent à peine, mais un chuchotement glaçant sortit de sa bouche. « Elle m'a trouvé. » Sophie et les autres reculèrent terrifiés. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils décidèrent de le ramener de force, mais au moment où ils le touchèrent, il se leva brusquement et le visage figé dans une expression de terreur indescriptible, et il courut encore plus profond dans la forêt. Ils ne le revirent jamais. Les autorités japonaises furent contactées. Une recherche fut lancée, mais Léo ne fut jamais retrouvé. La police, habituée aux disparitions de cette forêt, classa l'affaire comme un suicide probable. Sophie et ses amis restants savaient que quelque chose de plus sinistre s'est passé ce jour-là. Des mois après l'incident, Sophie se réveillait encore la nuit en sursaut. Les mots de Léo résonnaient dans sa tête. « Elle m'a trouvé. » Parfois, dans le silence de sa chambre, elle croyait entendre un murmure lointain venant de l'obscurité. « Sophie !» Cette histoire est inspirée par la légende qui entoure Aokigahara, une forêt réelle où des phénomènes mystérieux et des événements tragiques se produisent. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Je vous laisse commenter, partager et liker. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires les plus flippantes. Je les lirai avec un grand plaisir. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Bisous!